Propaganda, de la propagande ou comment manipuler l'opinion en démocratie par Edward Bernays. 3. Les nouveaux propagandistes, suite. La reconnaissance des différentes fonctions incombant aux conseillers en relations publiques date probablement du début du siècle. Des scandales qui secouèrent alors les maisons d'assurance et du tollé soulevé par les sommes que de grandes entreprises avaient investies dans la presse populaire. Réalisant qu'ils étaient complètement coupés de cette partie de la population qu'ils prétendaient servir, les groupes d'intérêt placés sur la sellette se tournèrent vers des experts pour qu'ils les aident à mieux comprendre l'opinion et se fassent leurs interprètes auprès d'elle. Animé par un intérêt purement personnel, l'assureur Metropolitan Life décida ainsi d'engager une campagne qui, pour son profit et celui du public, devait montrer sous un autre jour les compagnies d'assurance en général et son enseigne en particulier. Il s'efforça d'obtenir une position majoritaire en amenant les gens à souscrire des polices d'assurance chez lui, et dans ce but, il déploya ses efforts sur tous les aspects de l'existence, tant collectifs qu'individuels. Il proposa aux communes des enquêtes sanitaires et des avis de spécialistes, abreuva le grand public de révélations et de conseils en matière d'hygiène. La réorganisation toucha jusqu'au siège de la compagnie, immeuble assez original pour s'imposer au regard et marquer les esprits, autrement dit, entretenir le processus associatif. La Metropolitan Life arriva ainsi à recueillir une large adhésion. Plus ses contacts avec la société s'élargissaient, plus le nombre et la diversité de ses polices d'assurance augmentaient. En l'espace d'une dizaine d'années, plusieurs grandes entreprises se décidèrent à employer, sous un titre ou sous un autre, un conseiller en relations publiques, car elles s'étaient rendues compte que leur prospérité dépendait de l'assentiment de la société au sens large. Loin de prétendre, comme par le passé, que celles-ci n'avaient pas à se mêler de l'administration de leurs affaires, elles s'évertuèrent au contraire à la persuader qu'elles respectaient ses exigences en matière de probité et de justice. Informée que sa politique de l'emploi lui vaut la désapprobation du public, une entreprise décidera en conséquence d'adopter une ligne de conduite plus éclairée dans le seul but de se concilier l'opinion. Un grand magasin qui découvre, après enquête, que la baisse de ses ventes s'explique par la grossièreté notoire de ses employés, mettra sur pied une formation destinée à leur inculquer le B à bas de la courtoisie et du tact. L'expert en relations publiques peut se présenter en tant que directeur ou conseiller. Il occupe souvent un poste de secrétaire général, de vice-président ou de directeur, d'attaché de cabinet ou de délégué. Quel que soit son titre officiel, ses fonctions sont précisément définies et ses avis ont une influence décisive sur le comportement du groupe ou de la personne pour qui il travaille. Aujourd'hui encore, bien des gens s'imaginent que le conseiller en relations publiques n'est qu'un propagandiste. En réalité, l'étape à laquelle on croit généralement qu'il commence à intervenir correspond souvent à la phase ultime de son action. Après analyse approfondie du public et du commanditaire, sa mission peut parfaitement s'achever sur la formulation des mesures qu'il préconise. Parfois, il doit aller plus loin pour que son travail soit efficace. Dans bien des cas, en effet, si l'on veut que le grand public comprenne et apprécie à sa juste valeur les intentions d'un commerçant, d'un éducateur ou d'un homme d'État, il est indispensable de l'en informer sans relâche, en détail et ouvertement. Le conseiller en relations publiques devra alors faire preuve d'une vigilance constante, compte tenu des répercussions très fâcheuses de la diffusion d'informations inadéquates ou erronées. Une fausse rumeur répandue à un moment critique risque de provoquer une baisse du cours des actions qui se chiffrerait en millions de dollars. Le secret ou le mystère entretenu autour des transactions financières d'une entreprise engendrera une suspicion générale qui pourrait agir comme un frein invisible sur l'ensemble des opérations engagées en direction de l'opinion.
Le conseiller en relations publiques doit être en mesure de tordre le cou aux rumeurs et à la suspicion, de les tarir à la source en leur opposant dans les meilleurs délais des informations exactes ou plus complètes par l'intermédiaire de canaux de diffusion réputés pour leur efficacité. Mieux encore, il doit établir une confiance si solide dans l'intégrité de son client que les rumeurs et la suspicion n'auront plus d'espace où se déployer. Ces fonctions peuvent aussi comporter la recherche de nouveaux marchés dont on ne soupçonnait pas l'existence. Admettre que le travail des relations publiques constitue une profession à part entière, c'est aussi reconnaître qu'il répond à un idéal et obéit à une éthique. L'idéal est très pragmatique. Il consiste à amener le commanditaire, aussi bien une assemblée élue chargée de formuler des lois qu'un industriel fabriquant un produit commercial, à comprendre ce que souhaite l'opinion et dans l'autre sens à expliciter pour l'opinion les objectifs du commanditaire. Dans le secteur industriel, l'idéal du conseiller en relations publiques sera d'éliminer la perte de temps et les frictions dues soit à ce que l'entreprise fait ou fabrique des choses dont le public ne veut pas, soit à ce que le public ne voit pas l'intérêt de ce qu'on lui propose. Les compagnies de téléphone, par exemple, entretiennent de gros services de relations publiques pour expliquer le sens de leur action et ne pas consumer leur énergie dans des malentendus fâcheux. La description de la minutie toute scientifique qui les guide dans le choix des indicatifs de leurs centraux téléphoniques, de façon à rendre ces codes compréhensibles et clairement identifiables, permet au public d'apprécier l'effort engagé pour lui assurer un service de qualité et partant, elle l'incite à coopérer. En matière de relations publiques, l'idéal est de faciliter la compréhension entre enseignants et enseignés, entre le gouvernement et le peuple, entre les institutions charitables et leurs donateurs, entre les nations. La profession a par ailleurs élaboré à son propre usage un code moral qui n'a rien à envier à ceux qui régissent les pratiques des professionnels du droit et de la médecine. Ce code lui est en partie imposé par les conditions mêmes de son travail. Si à l'instar des avocats, le conseiller en relations publiques reconnaît que tout un chacun a le droit de présenter son affaire sous le jour le plus flatteur, il se refusera néanmoins à apporter ses services à un client qu'il estime malhonnête, à un produit qui lui paraît frauduleux, à une cause qu'il juge antisociale. La raison en est, entre autres, que ce défenseur spécialisé dans le plaidoyer pro domo n'est pas dissocié dans l'esprit du public du client qu'il représente. De plus, chaque fois qu'il plaide devant la cour, en l'occurrence le tribunal de l'opinion publique, il essaie de peser sur le verdict et les délibérations des jurés. Au palais de justice, le pouvoir de décision s'équilibre entre le juge et le jury. Devant l'opinion publique, le conseiller en relations publiques joue les deux rôles simultanément, dans la mesure où il donne à la fois son avis et son verdict dans sa plaidoirie. Aussi le conseiller en relations publiques se refuse-t-il à défendre un client dont les intérêts viendraient heurter ceux d'un autre client. Il n'accepte pas non plus les clients dont le cas lui paraît désespéré ou qui se proposent de commercialiser un produit invendable. La sincérité doit être pour lui une règle d'or. Il faut en effet répéter que son activité ne vise pas à abuser le public, à l'induire en erreur. Le conseiller en relations publiques qui s'attirerait cette réputation serait un homme fini, professionnellement parlant. Tous les documents de propagande qu'il envoie sont assez précisément étiquetés pour qu'il soit possible de remonter à la source. Les responsables de presse savent donc d'où ils proviennent, pourquoi ils leur ont été adressés, et c'est en fonction de leur valeur en termes d'information qu'ils décident ou non de les publier.